Bonjour. Il y a quelques heures, un dissident français a été arrêté à la demande de la République française et mis en détention avec son bébé et sa famille. Est-ce que cela vous interpelle? Qui est cet homme? C'est un dissident français qui dénonce le gouvernement tyrannique actuel et le gouvernement de la République dite française, le régime de Paris. Il faut le soutenir, m'a-t-il dit, parce que l'important, c'est de faire savoir les choses. Son arrestation, je vais vous le démontrer dans cette vidéo, un peu longue certes, mais importante, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, surtout nous, et je vous démontrerai, à la lumière des éléments que m'a donné Rémi Daillé-Wiedemann, que les poursuites à son encontre sont totalement illégales, tant au niveau des textes qu'au niveau des prétendues autorités. Vous verrez que je vous démontre, document à l'appui, que je vous communique, que les textes ne sont pas applicables contre Rémi Daillé-Wiedemann, je le répète, arrêté avec son bébé et sa famille en Malaisie, à la demande de la France ou du gouvernement de fait qui prétend la représenter. Et puis, bien sûr, vous verrez que les jurisprudences européennes, les cours européennes des droits de l'homme par 2 fois, ont décidé qu'on ne pouvait pas considérer de telles poursuites comme valides. Donc, je vous donne beaucoup d'éléments d'information. Je travaille sans papier, je ne lis pas les papiers, car c'est un dossier, et ce sont des dossiers de droit que j'ai travaillé avec, nous sommes à 3 cabinets d'avocats internationaux, un cabinet à Paris, un cabinet à Rome et un cabinet à Madrid. Vous pensez bien qu'au-delà de 3 que nous sommes qui apparaissent, il y a beaucoup de monde derrière nous. Voilà pourquoi, dans les heures qui suivent l'arrestation de Rémi Daillé, de son bébé et de sa famille, et de sa mise en détention, nous pouvons vous fournir, avant que la grande presse nous sorte des communiqués du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur, vous démontrer que cela est totalement illégal parce que cet homme a osé demander le renversement pacifique du gouvernement de fait qui occupe les postes de commandement de la France. Voilà. Au besoin, regardez-le par petits morceaux, mais surtout, notez que je vous fournis tous les documents à l'appui de tout ce que je vous dis, parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut pas invoquer de telles choses sans le prouver. Donc voilà pourquoi, de notre côté, j'ai fait, de mon côté et de notre côté avec nos amis qui sont avec moi dans ce dossier, une partie où on m'a demandé d'être l'intervenant verbal, mais vous avez tous les documents que dans la description de la vidéo, vous pouvez regarder, télécharger, communiquer, parce que les paroles, ça s'envole, mais les écrits, ça reste. Verba volant, scripta manent. Mais d'un autre côté, j'ai été professeur de droit à l'université de Toulouse, il y a longtemps. J'avais une méthode un peu différente parce que je trouvais que les professeurs de droit qui lisaient leurs cours en amphithéâtre, ce n'était pas quelque chose de très intéressant et de captivant. Voilà pourquoi j'ai fait l'effort de faire cette vidéo avec nos amis en 2 parties. D'abord, le verbal, sans aucun papier, je n'ai pas de prompteur, je parle directement ainsi. À l'écran, vous verrez les documents et vous pourrez, comme je vous le disais, les télécharger. Et lisez bien la lettre que nous avons envoyée avec les cabinets d'avocats et que je vous communique, la lettre ouverte au sultan de Malaisie, au roi du Malaisie, pour lui expliquer l'arrestation totalement illégale de Rémi Daillé, le dissident français, arrêté et détenu avec son bébé et toute sa famille sur demande du régime de Paris. Bonne audition, prenez le temps, prenez un bon verre, vous apprendrez des choses. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Bon courage. Le 30 mai 2021, c'est le jour, anniversaire, jour pour jour, du martyr de Sainte Jeanne d'Arc qui a donné sa vie pour la monarchie française.
Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de la lettre ouverte que j'ai faite au roi de Malaisie. Parce qu'à la demande de la République dite française, un dissident français, Remy Daillé-Widerman, a été arrêté avec son bébé et sa famille, et il est dans détention. Le régime de Paris, appelons-le ce régime républicain, le régime de Paris demande son extradition, on imagine, puisqu'il y a un mandat d'arrêt international, mais le problème, c'est que ce mandat d'arrêt international, qui fait suite à un mandat d'arrêt, est parfaitement illégal. Peut-être il serait bon que, avant tout développement de ce que je vais dire, vous puissiez lire la lettre que 3 cabinets d'avocats de 3 pays envoient cette lettre ouverte au roi de Malaisie, où est réfugié Remy Daillé-Widerman, qui, dans des vidéos qui sont sorties il y a quelque temps, a appelé un pacifique renversement du gouvernement de fait de Paris. Tout cela paraît bien irréel et pourtant, je pense que le mieux est de, sans commentaire autre pour le moment, faire défiler la lettre que ces 3 cabinets d'avocats ont envoyée en Malaisie pour demander que soit libéré le dissident français Remy Daillé-Widerman. Il y a ainsi un cabinet au barreau de Paris, un cabinet au barreau de Rome et un cabinet au barreau de Madrid, avec le talentueux et redoutable avocat italien Fabrizio Nocera Giampaolo. Ce n'est donc pas de la rigolade ce que nous allons vous montrer. Vous verrez tous ces documents ahurissants dans la description de la vidéo. Ce premier document, cette lettre, est importante. Mais ce n'est pas sur quelques lignes que l'on peut invoquer des choses aussi surprenantes que celles que nous allons vous révéler sur l'illégalité du mandat d'arrêt international et, d'après ce qu'on verra, de la demande d'extradition de la République dite française contre Remy Daillé. Le premier des problèmes, le plus grave sans doute, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans un premier arrêt, l'arrêt Medvedev, que le procureur de la République français, qui lance les mandats d'arrêt internationaux, par qui passe la demande d'extradition, ce procureur français, ce membre du parquet, n'était pas une autorité judiciaire. Il faut là lire cet arrêt que je vous communique, l'arrêt Medvedev de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas tout. Une avocate française a obtenu une confirmation éclatante du fait que le procureur français n'est pas une autorité judiciaire, et c'est l'arrêt Moulin de la Cour européenne des droits de l'homme que je vous demande de consulter pour que vous voyez bien que ce qu'invoque M. Remy Daillé-Widerman, le dissident français emprisonné,
ce n'est pas une plaisanterie. Vous savez que dans l'édifice juridique français, il y a la Cour de cassation. Et à cette Cour de cassation, à la sortie de cet arrêt extraordinaire de la Cour européenne des droits de l'homme, le procureur général de la Cour de cassation lui-même, M. Jean-Louis Nadal, a déclaré, et c'est rapporté par la presse, le parquet est en état de coma dépassé. Au-delà du cas de Rémi Daillé, mais que je sache, c'est la première fois qu'en cas de mandat d'arrêt international et de demande d'extradition, une personne qui est l'objet de ce genre d'action du régime de Paris, de la République française, invoque cet argument. Or, la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme. Et la propre constitution de la République dite française dit bien en son article 55 que les traités internationaux qui ont été signés par la France prévalent sur le droit interne, sur le droit français. Alors, que fait la police? Non. Que fait la justice? Que fait le gouvernement de fait, le régime de Paris? Puisque d'après ses propres règles lui-même, c'est la République française, ce gouvernement qui se veut légitime, qui s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, elle représente près de 30 pays, dont la Russie, dont la Turquie, dont la Suisse. Et ces pays, eh bien, ils doivent se rire de ce qui se passe, mais encore faut-il qu'ils le sachent, d'où l'intérêt de cette lettre ouverte au roi de Malaisie, pays où est emprisonné Rémi Daillé-Widerman à la demande du régime de Paris, de la République dite française, afin que nul n'ignore, comme on dit. Mais ce n'est pas tout. La situation est encore plus grave que prévu. Et pourquoi tout le monde se tait? Il suffit de lire le statut de la magistrature du 22 décembre 1958 pour lire en son article 55, et on va le voir sur Internet, cet article 5 du statut de la magistrature du 22 décembre 1958 en vigueur. Il dit bien, et c'est donc le régime de Paris, cette République dite française, ce gouvernement de fait, nous dit Rémi Widerman, c'est donc ce gouvernement de fait qui, d'après son propre texte, reconnaît que, dans cet article 5, les magistrats du parquet sont au travail et à l'action sous la direction, sous la hiérarchie du ministre de la Justice. Or, il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à John Locke, l'anglais, sur la séparation des pouvoirs, de remonter jusqu'à Montesquieu pour voir ce fameux principe qu'applique prétendument la République française sur la séparation des pouvoirs, pour remarquer que cela est gravissime et totalement contraire au droit français, puisque c'est dit, c'est écrit depuis 1958 et on laisse faire. On a donc des procureurs qui, d'après leur statut, doivent obéir au ministre et au pouvoir exécutif. Où est la séparation des pouvoirs? C'est le cri que je lance, mais pas moi, que lance Rémi Daillé, là, aujourd'hui, de sa prison, car nous avions pris les précautions, bien sûr. Il a eu peu de temps pour signaler qu'il était arrêté. Mais vous connaissez la phrase des Romains. Quos vult perdere Jovis dementat prius. Ceux que Jupiter, le bon Dieu, veut perdre, il les rend fous. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Nous ne le sous-estimons pas.
Mais le régime de Paris a sous-estimé Rémy Daillé-Widerman. J'ai un mandat ad litem de Rémy Daillé-Widerman. J'ai même des écrits dans lesquels il me demande d'intervenir pour lui, au cas où. Et ce cas où, c'est maintenant, à l'heure où je vous parle. Alors, comment avons-nous fait? Il ne faut pas être naïf. Il n'est pas naïf, je ne suis pas naïf. J'avais 16 ans quand je suis rentré dans une caserne pour entrer dans l'armée. Et j'ai passé 15 années sous l'uniforme. J'ai été nommé par le Premier ministre à l'Institut des hautes études de défense nationale. Et j'étais dans le procès, c'est public, c'est dans les revues juridiques, dans le procès des écoutes téléphoniques de l'Élysée. Donc, ni M. Rémy Daillé-Widerman, ni moi ne sont dupes, ne sont naïfs et ne sont trop légers pour leur défense, au contraire. C'est ainsi que la communication est passée. Et d'autre part, parlons de parler sans dire le nom de mes dossiers, que j'ai vu déjà des extraditions, des demandes d'extradition d'une vieille dame de près de 80 ans pour affaires fiscales, d'une autre dame enceinte sur le chemin de l'école, arrêtée à la demande de la République française. Heureusement, nous avons combattu et gagné. Et nous avons obligé des magistrats probes et intègres, d'annuler le mandat d'arrêt illégal. Patatras. Cela se passait en Espagne. Il n'est pas un secret, pour ceux qui me connaissent, que après avoir ouvert un cabinet à Paris en 1993, j'ai ouvert un cabinet au Pays Basque espagnol en 2004 et un autre cabinet en Navarre espagnol en 2011. Et c'est ainsi que j'ai pu intervenir et nous sommes intervenus auprès de toutes les juridictions espagnoles, y compris la Cour constitutionnelle, mais avec le problème que, bien sûr, il y avait une demande d'extradition qui était consécutive à un mandat d'arrêt illégal. Il a fallu batailler ferme parce que, à la différence de la Malaisie concernant Rémy Daillé-Widerman, en ce qui concerne l'Espagne et l'Europe, il y a eu une convention d'assistance mutuelle en matière d'extradition. C'est-à-dire que l'État qui reçoit la demande ne peut pas discuter. Le problème, c'est que, alors que nous avons des décisions des tribunaux, cours d'appel et cours constitutionnelle espagnole nous disant on ne peut rien faire, nous sommes obligés de faire confiance à la République française, eh bien, nous avons pu démontrer que la France avait trompé l'Espagne et donc, de fait, juridiquement, invalidé cette convention d'assistance mutuelle. C'est quand même grave que bis repetita placente, s'il ne s'avait pas servi de leçon, de nouveau, on fait un mandat d'arrêt international, une demande d'extradition totalement illégale contre Rémy Daillé-Widerman. En ce qui concerne l'Espagne, il avait fallu que je fasse intervenir d'autres pays, et c'est ainsi qu'une avocate russe de Saint-Pétersbourg avait, à mes côtés, défendu le cas et fait obtenir pour ma cliente enceinte avec un enfant qu'elle allait amener à l'école quand elle a été arrêtée, faire reconnaître qu'il y avait de la part de l'État français une atteinte aux droits de la défense. On peut être surpris par mon discours, mais vous savez que les avocats doivent défendre leur cause, la cause de leurs clients. Et nous jurons
nous jurons quelque chose que je vais vous lire. Les avocats indiquent que je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alors, ni Rémi Daillé ni moi-même ne sommes, comme je le disais, naïfs sur le plan de la défense et nous savons, lui comme moi, nous prenons des risques. Ce n'est pas agréable, mais il faut le faire. Une petite information. Mon père a eu une croix de guerre en 1940 en faisant des prisonniers allemands parce que le 20 juin 1940, il se battait toujours à la bataille de Bourmont avec le 14e RTS. Et vous pouvez aller sur Internet, regarder Bourmont bataille, vous verrez que ce que je vous dis est une pure réalité. Et sa décoration, c'était toujours volontaire pour les missions périlleuses. Mon grand-père lui-même fut décoré par le maréchal Lyautey et mon grand-père est un ami du sultan du Maroc. C'est un domaine que j'évoque. On peut voir les documents du Hicham Alaouit, dans lequel le sultan du Maroc donne la plus haute décoration marocaine à celui qu'il nomme son ami, mon grand-père René Labattu. Tout ça pour vous dire que, quels que soient les risques, ni Rémi Daillé ni moi n'avons peur. On sait qu'il faut aller jusqu'au bout et, comme je vous disais en latin, quos vult perdere Jovis dementat prius. Vous savez, le maréchal Foch, grand guerrier qui n'avait pas eu peur de consacrer la France, la Grande-Bretagne et la Pologne au Sacré-Cœur et qui a été fait maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne, sa mère était à Lourdes avec Bernadette. Elle portait toujours sur elle la médaille miraculeuse et bien sûr, le maréchal Foch allait à la messe tous les jours. Un jour d'ailleurs, le maréchal Foch était à sa messe quotidienne et on lui dit message du président du Conseil, Georges Clemenceau. Le planton dit non, non, le général est à la messe, il n'était pas encore maréchal. Et donc, on attendra que la messe soit terminée. Tout le monde au gouvernement attendait la réaction du président du Conseil, Georges Clemenceau, évidemment, qu'on appelait le tigre. Et quand on a pris cela à Clemenceau, il eut cette phrase « Laissez-le tranquille, ça lui réussit trop bien ». Cela, c'est pour vous dire que si les forces spirituelles qui sont l'âme, l'ADN presque de l'État français depuis le baptême de Clovis en 496 à Reims, si les forces spirituelles s'y mettent, eh bien, Jupiter, ou le bon Dieu, bien sûr, perdra tôt ou tard, car nous sommes, nous, catholiques, dans le camp des vainqueurs. Nous le savons, même si on passe par des chemins difficiles. Vous connaissez la phrase latine « ad augusta per angusta ». Donc, Rémi Daillé a confiance et cela n'empêche pas, et de toi Dieu t'aidera, d'utiliser tous les moyens nécessaires sur le plan juridique. Parmi ces moyens, il faut en préalable expliquer que Rémi Daillé considère que le régime de Paris, le régime républicain, est un régime illégal et il le démontre. Alors bien sûr, ça ne plaît pas aux membres du gouvernement de fait, mais ce sont des professeurs de droit pactés. Vous voyez le document. Le professeur Boulouis, vous voyez le document. Professeur à la faculté de droit. Faculté de droit où moi-même j'ai enseigné pendant 2 ans. Ce sont ces enseignants qui disent, mais le gouvernement, disez-les, est un gouvernement de fait. Alors, bien sûr, quand on était en Union soviétique, avec la constitution la plus belle qui puisse exister,
dans les termes, on n'était pas dans un régime de liberté. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le régime dise qu'on ait raison, sauf que, il y a des surprises, et il y a des choses qui se réveillent tout d'un coup, et nous sommes ici dans ce cas-là. Parce que dit le dissident français qui vient d'être emprisonné à la demande du régime de Paris? Que dit Rémi Daillé-Widerman? Il dit à la suite d'un petit groupe de juristes, au départ, qui a lancé l'affaire, que la France n'est pas une république légalement et que la France est toujours une monarchie. Pour la petite histoire, un jour s'est créé en France un gouvernement provisoire de la monarchie française. Très vite, le procureur de Bayonne, puis un autre procureur de Bayonne ont attaqué ceux qui osaient créer un gouvernement provisoire de la monarchie française, tout en disant vouloir respecter l'état de droit, puisque la démonstration était faite par cette association que juridiquement, la France était avec un siège vacant, et que le régime républicain, pour ce qui est expliqué par cette association, eh bien, était un régime qui n'était pas légal. Ces deux procureurs donc, ont attaqué cette association, mais vous verrez les documents. On pourrait dire, touche pas à mon pote, touche pas à mon gouvernement provisoire de la monarchie française. Ces deux procureurs, vous voyez les articles de presse, ont été là en garde à vue par leur propre système républicain. Le procureur de la République en garde à vue par la République et l'autre accusé de choses délicates, n'est-ce pas, comme le dit la presse, selon ce que vous pouvez voir dans ces documents. Là encore, quos vult perdere Jovis dementat prius. Bon, malgré ça, des juges ont cru pouvoir dissoudre cette association de gouvernement provisoire de la monarchie française, parce que le gouvernement français légitime, c'est le gouvernement monarchique. On ne raye pas d'un trait de plume 1400, 1500 ans de monarchie, n'est-ce pas? Et que s'est-il passé? Eh bien, cette association a vu ses membres interdits de se réunir, interdiction assez ahurissante, puisque ce n'était qu'un homme et une femme qui, s'ils se connaissaient, au sens biblique du terme, violaient la République si jamais ils arrivaient à se rencontrer. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont même fait un petit bébé pendant ce temps-là. C'est un petit peu comique, au-delà de la gravité de la chose. Donc, le gouvernement de fait n'a pas hésité à dissoudre cette association, l'expulser de ses locaux et interdire à ses deux seuls membres de se réunir. Mais devant la défense qui a été faite au niveau du texte de la Convention européenne des droits de l'homme, le régime républicain a capitulé, quos vult perdere Jovis dementat prius, et la Cour de cassation, le 2 octobre 2007, a cassé l'interdiction de l'existence de cette association gouvernement provisoire de la monarchie française, avec, pour ceux qui connaissent le droit, une cassation sans renvoi. Ça veut dire, bon, on ne touche plus. Tout ça pour dire que si la Cour de cassation, dans un arrêt que vous pouvez voir, a exposé le problème qu'il était déféré à la justice que le gouvernement français républicain n'était pas légitime, n'était pas légal, et que la France était une monarchie avec vacance du trône, quand un roi est mort, le temps qui peut durer une seconde, une minute, une heure, un an, la monarchie continue, même si le siège est, je dirais, physiquement vacant. Donc, nous sommes
aujourd'hui, d'ailleurs, je vous le disais au début, dans ce genre de situation, puisque c'est symboliquement que c'est ce 30 mai, jour où Sainte Jeanne d'Arc a fait le sacrifice de sa vie pour la monarchie française, et le roi Charles VII, descendant légitime, que, à la demande de mon client, M. Rémy Daillé-Ludemann, je vous invoque tout cela. Bon. Alors, au départ, c'est le fait qu'il y a un code civil qui est créé, et ce code civil nous dit que les lois sont promulguées par le roi. Alors, vous verrez que les plus célèbres éditions juridiques françaises, les éditions Dalloz, dans un document que je vous communique et que vous pouvez lire, nous disent qu'effectivement, on a raison. Depuis ce temps-là, eh bien, nulle autorité légitime, sinon le roi, ne peut promulguer de loi à partir du moment où Napoléon Bonaparte, après au château de Fontainebleau, a remis ses pouvoirs entre guillemets légitimes, illégitimes, disent les monarchistes, mais de toute façon, Bonaparte, qui se voulait l'héritier alors de la Révolution, de la Convention, les 3 conventions, vous connaissez, Convention girondine, la Convention montagnarde, la Convention thermidorienne, suivie du consulat, avec bien sûr le directoire. Donc là encore, Bonaparte, le grand vainqueur qui alla à Paris, de Paris à Moscou avec sa grande armée. Une petite aparté, j'étais en Russie où j'ai vu plusieurs personnes, dont le conseiller aux droits de l'homme du président Poutine, le vice-ministre de la Justice. J'ai d'ailleurs créé là-bas l'association internationale des docteurs en droit, vous verrez le document. Eh bien, les autorités russes nous ont dit que parmi les personnages qu'ils préféraient en France, il y avait Richelieu, Louis XIV et Bonaparte. J'étais extrêmement surpris, j'ai posé des questions. Et en fait, ils voient, au-delà de tout ce qu'on peut dire contre Bonaparte, le génie de l'homme. Mais nous voyons cela. Quos vult perdere Jovis dementat prius. Ce Bonaparte qui n'avait pas hésité à prendre la couronne des mains du pape pour la mettre lui-même, le grand vainqueur d'Austerlitz, allez voir sur l'Arc de Triomphe. Pourquoi à l'Arc de Triomphe, on ne met pas une sculpture de Bonaparte une fois qu'il termine sa vie en prison? Quos vult perdere dementat prius. Mon discours là-dessus a l'air un peu décousu, mais je maintiens mon fil avec des apartés. Vous le savez, un avocat, c'est ad vocare, ça veut dire celui qui parle pour. Je parle pour Rémy Daillé. Compte tenu de l'importance et de la gravité des informations et de la doctrine qu'a Rémy Daillé, il était important de soulever tout ça, que, pour l'expliquer, c'est donc depuis 1848, date à laquelle il n'y a plus de roi en France, qu'il n'y a plus de loi promulguée. Vous avez vu la lettre des éditions Dalloz. Alors, ce n'est pas une petite réformette faite par M. Raffarin en 2004, prétendant faire un changement de l'article 1er du Code civil qui changera quelque chose. Qui t'a fait roi? Qui t'a promulgué? Qui a pu promulguer? Personne. Donc, Rémy Daillé nous dit, les lois qu'on invoque contre lui, qui sont postérieures à 1848, ne sont pas valides parce qu'elles n'ont pas été promulguées. Et c'est une réalité. À ce propos, voilà longtemps que l'Assemblée nationale française le sait. Et là encore, personne ne dit rien.
Et nous savons tous qu'il y a le banc des ministres à l'Assemblée nationale, donc les ministres savent ce qui a été invoqué. Eh bien, vous allez voir le document. J'avais personnellement demandé à un parlementaire de poser la question sur cet article 1er du Code civil. Aucune réponse valide juridiquement du régime de Paris. Donc, on voit, là encore, à la lumière de la question que j'avais suggéré de poser et à la question qui a été posée par ce parlementaire, que les autorités prétendues de la République dite française savent très bien qu'elles sont illégales. On le voit dans l'histoire. On connaît tout plein de gouvernements qui, avant de se faire renverser, font semblant de croire qu'ils sont toujours valides. Et Rémi Daillé, justement, a un site dans lequel il explique et il demande le renversement du régime. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas ici dans de la rigolade. Alors bien sûr, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et on va sans doute dire que Rémi Daillé est fou. Sans prendre de parti politique, on avait voulu faire la même chose du pilote d'avion du syndicat de pilotes, qui avait expliqué les problèmes qu'il y avait sur l'Airbus dans un livre qui s'appelait « Airbus, l'assassin habite à l'Élysée ». On a voulu le faire passer pour fou. Bernard Méry, qui dénonçait l'avocat, célèbre avocat français, qui dénonçait les réseaux occultes, pareil, le même juge a voulu faire une expertise psychiatrique. J'ai un de mes clients qui voulait l'application du droit et le juge lui a mis une expertise psychiatrique. Marine Le Pen, de mémoire, a fait l'objet d'une demande d'expertise psychiatrique. Vous verrez l'article que j'ai fait avec une dame qui était avec moi à l'Institut des hautes études de défense nationale, à l'École militaire de Paris. Madame Ferragut, le docteur Ferragut, et moi avons fait un article que vous pouvez voir sur l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques contre les dissidents en Union soviétique. Alors, Grosse-Vult perdrait effectivement que le régime de Paris ne s'amuse pas à dire que Rémi Daillé est fou. La ficelle est un peu grosse. Qu'on réponde plutôt aux arguments qu'il donne et aux documents qu'il montre. C'est ainsi que vous voyez parmi les documents que je mets à votre disposition que, eh bien, la France est toujours une monarchie en raison de l'article 1er du Code civil. Pourquoi? Parce qu'en 1848, quand il y a un coup d'État, et à moins de jeter ma robe d'avocat que je porte depuis de près de 30 ans et mettre au feu tous mes codes rouges d'Alloz ou l'ITEC, à moins de faire cela, je vous demande de voir comment on peut dire le contraire de ce que nous invoquons. Parce qu'en 1848, c'est un coup d'État. C'est la foule qui envahit, comme toujours, des gens qui sont payés et qui font chuter la monarchie. Alors, deux solutions. Ou c'est l'état de droit, ou c'est un coup d'État. On ne pourra pas nous montrer, il suffit de regarder l'histoire, que c'est un coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte se présente aux élections de la prétendue Deuxième République. Il est élu, suite d'un coup d'État. Ça ne lui suffit pas, vous savez, c'est comme à la Révolution. Vous avez, j'en parlais tout à l'heure, la Convention girondine, ensuite ils se font massacrer par les montagnards, et à la Convention thermidorienne, après que Danton soit fait lui-même exécuter par ses potes, entre guillemets, c'est Robespierre qui se fait exécuter. Donc la Révolution mange ses enfants. Donc, toute honte bue, Louis-Napoléon Bonaparte, qui se prétend président de la République,
déjà un gouvernement de fait, le régime de Paris de l'époque. Louis-Napoléon Bonaparte s'intitule empereur par un coup d'État, le coup d'État du 2 décembre. Et j'ai entendu dire que si Paris est si beau, le diable porte pierre, c'est que Bonaparte, qui avait eu du mal à réprimer ceux qui hurlaient contre le coup d'État, le deuxième coup d'État, en peu de temps, eh bien, avait dressé des barricades le 2 décembre. Et ce double usurpateur qui se prétendait président de la République puis empereur, vit que dans les petites rues, des rues étroites de Paris, les forces de l'ordre pour réprimer, ça vous rappelle quelque chose, les forces de l'ordre républicaines ou prétendument impériales, n'arrivaient pas trop à manœuvrer avec les chevaux. Donc, il a demandé au baron Haussmann de faire tomber toutes ces rues et faire de grands espaces pour que la troupe, pour que les forces de l'ordre ou du désordre puissent réprimer ceux qui voulaient un gouvernement de droit ou qui luttaient contre un gouvernement tyrannique et illégal. Mais, comme je vous le disais, la Révolution mange ses enfants. Et quelque temps après, le glorieux Louis-Napoléon Bonaparte, quas vult perdere, n'est-ce pas, qui se sentait très sûr de lui, eh bien, capitule en pleine campagne et est fait prisonnier après avoir fait la guerre contre l'Allemagne. Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, termine prisonnier après la guerre de 1870. Quos vult perdere. Alors, c'est bien beau le système républicain, mais pourquoi sur l'Arc de Triomphe, il n'y a pas une statue de Napoléon Ier, prisonnier à l'île d'Elbe, une statue de Napoléon III, qui termine sa vie en exil? Il y a une justice immanente, mais pourquoi la République a-t-elle peur de la réalité? En 1830, quand Charles X fait l'objet d'un coup d'État, il est vainqueur en Algérie. Louis XVI est assassiné en 1793. Et la France est à ce moment-là la nation la plus peuplée d'Europe. Si le Bonaparte a pu tenir tête à toute l'Europe coalisée, c'est grâce aux réformes militaires qu'avait fait la monarchie, en particulier l'artillerie. Donc ce régime républicain, ce régime de fait, décrit ainsi par les professeurs de droit Boulouis et Pacté, ce régime veut, après avoir emprisonné, extradé Rémy Daillé-Widerman, qui est justement un opposant politique, celui qui dénonce justement cette république, gouvernement de fait. Donc nous avons un gouvernement de fait qui, avec des textes, ses propres textes à lui, ce gouvernement de fait, cette république avec ses propres textes, viole ses propres lois pour faire arrêter, dans un pays étranger, M. Rémy Daillé-Widerman. Alors, on se pose la question, y a-t-il un droit? En ce moment, beaucoup de choses bougent en France. Et ce n'est pas pour rien qu'on se pose des questions sur la réalité de la justice en France. Ce qu'invoque Rémy Daillé-Widerman, c'est d'une réalité bien établie. Nous avons vu tout à l'heure
la lettre des éditions Dalloz qui disent qu'effectivement, le mot République n'a pas à figurer dans la promulgation des lois. Alors, dire cela au début, ça paraît un peu surprenant. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire du droit, on voit que la réalité, c'est la réalité. Il ne doit pas y avoir de déni de réalité. Par exemple, j'étais intervenu dans diverses actions à la suite de, tenez-vous bien, la suppression malencontreuse de la compétence juridictionnelle des tribunaux de commerce. Regardez les articles qui sont sortis. Le Figaro lui-même, les tribunaux de commerce sur la loi. Le Figaro encore, deuxième article du Figaro. J'étais intervenu avec un pays étranger, la Roumanie, qui avait fait un article là-dessus. 2 articles que vous pouvez voir comme document. Et le régime de fait a fait une loi NRE, Nouvelle Régulation Économique, avec Madame Guigou, ministre de la Justice, prétendant valider 10 années de jugement de tribunaux de commerce invalides. C'est reconnu que la compétence juridictionnelle avait disparu. J'étais avec un ami au téléphone avec M. François Colcombé l'autre jour. Thierry Borne a téléphoné à cet homme, François Colcombé, qui est fondateur du syndicat de la magistrature, dont il a été président, et qui était aussi président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est lui-même, dans le Canard enchaîné, qui a sorti une phrase extraordinaire. Il y disait, dans le Canard enchaîné, on savait que les tribunaux de commerce étaient des coupe-gorge, on apprend maintenant qu'ils n'existent pas. Avec mon ami Martine, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons découvert qu'effectivement, après la création du Code de l'organisation judiciaire de mars 1978, eh bien, les députés, en 1991, en décembre, avaient supprimé par erreur la compétence juridictionnelle des tribunaux de commerce. Donc, on est surpris d'entendre dire Rémi Daillé-Widerman, mais pas de roi, pas de loi. Donc, les lois contre moi sont inapplicables. Mais vous avez vu qu'à l'Assemblée nationale, le parlementaire dont je vous ai montré la lettre, sur ma demande, avait posé à l'Assemblée ce problème de l'article 1. Vous voyez maintenant que les tribunaux de commerce étaient hors la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est le Figaro. Hors la loi. Regardez les documents que je vous propose. Vous voyez un document dans lequel on nous dit que, donc il suffit de lire, c'est la Cour d'appel de Nîmes qui juge que l'URSSAF n'a pas démontré son existence juridique. Regardez encore ce document de la Cour d'appel d'Angers sur la BNP, qui n'a pas la personnalité juridique. Regardez encore ce document que je vous fournis, le tribunal de grande instance de Périgueux, qui dit que la mutualité sociale agricole n'a pas d'existence juridique. D'ailleurs, un petit signe, de la même façon que Mme Guigou avait fait une loi de nouvelle régulation économique, validant rétroactivement et illégalement des jugements de tribunaux de commerce pendant 10 ans. Tous les jugements entre Peugeot, Renault,
les groupes pétroliers, tout était reconnu comme étant sans compétence juridictionnelle. Donc, pourquoi ne pas croire Rémi Daillé quand il vous dit ce que nous vous disons et que nous vous montrons ces documents? C'est pourquoi j'attends une audition devant Sa Majesté, le roi de Malaisie, pour lui expliquer que, ben oui, c'est vrai, Rémi Daillé a raison. Il a été arrêté par la Malaisie à la suite de la demande de la République dite française, mais la demande est fondée sur des lois qui ne sont pas applicables. Donc, en paraphrasant saint Thomas d'Aquin, je dirais, ou certains plutôt, je dirais, on dit un peu d'études éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent. Un peu de droit surprend dans ce que dit Rémi Daillé, mais quand on fait beaucoup de droit, et qu'on regarde les documents que je vous fournis aujourd'hui, en ce 30 mai 2021, on se dit qu'effectivement, c'est vrai. J'avais un remarquable professeur de philosophie à l'Institut d'études politiques de Toulouse, où j'étais d'ailleurs étudiant avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac, celui qui a fait passer dans Valeurs actuelles et que je salue, la lettre des généraux. Nous avions le professeur Junier, qui avait été récompensé par le Pape XII pour ses travaux sur saint Thomas d'Aquin. Et il nous disait en cours, M. Junier, ce remarquable professeur Louis Junier, nous disait « Attention à la politique de l'autruche. Vous qui nous écoutez, si vous êtes sincère et objectif, vous verrez que nous avons raison. Ce que dit Rémi Daillé-Widerman est vrai. Mais d'autres personnes pourraient avoir le réflexe que dénonçait le professeur Junier, le réflexe de la politique de l'autruche. C'est trop horrible, je ne veux pas le voir. Non, non et non. Une schizophrénie véritable, là. Et on arrive à un autre point là-dessus, parce que cela, c'est ce que dit la revue Ciré d'Alloz, que je vous donne à lire. C'est ahurissant, c'est surprenant, mais c'est vrai. Cette revue juridique que vous allez lire nous dit, par la plume d'un professeur agrégé de droit à la faculté de Montpellier, que la publication des lois n'est pas faite correctement en France, et il commente une décision de cour d'appel de Montpellier qui a jugé que la réforme du divorce, qui n'était pas arrivée comme il le fallait selon la loi du 12 Vendémiaire en 4 de la République, vous voyez, nous servons des textes républicains, du texte du gouvernement de fait. Eh bien, cette loi du 12 Vendémiaire en 4 de la République dit que l'arrivée du journal officiel doit être constatée sur un registre spécial, coté et paraphé. À défaut, la loi n'est pas applicable. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Montpellier. Alors, la Cour de cassation, le 6 janvier 1994, affolée comme le gouvernement, quand il est pris, comme un rat qui est pris, ou quand des personnes sont surprises par la lumière. La Cour de cassation a dit oui, mais ce texte n'est pas applicable, 6 janvier 1994, parce que le gouvernement de la Défense nationale, vous savez, avec Gambetta, quand il est parti en ballon, il a pris un décret qui ne parlait pas de cette loi du 12 Vendémiaire en 4. Donc, elle n'est pas applicable. C'est oublier qu'il n'y a pas d'abrogation explicite là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est toujours applicable. En 2004, la fameuse loi, l'ordonnance qu'a prise M. Raffarin, mais qui n'est pas promulguée validement, a voulu carrément oublier la notion de publication, faisant fi de toutes les notions élémentaires du droit français. Comment voulez-vous qu'on vous dise « nul n'est censé ignorer la loi » si on ne vous a pas permis de la récupérer? Alors le bug, ben, on le connaît maintenant.
cause vous te perdrez, c'est que, à la différence de la promulgation qui est la signature par le roi, la publication, c'est mettre à la disposition du public, des citoyens, des textes qu'on va leur dire après, et il faut que vous les respectiez. Ben, si on ne les connaît pas, comment on fait? Donc, cette publication est un élément essentiel pour que la loi soit applicable. Et en province hors Paris, la nouvelle loi qui est contenue dans le journal officiel est applicable le lendemain de son arrivée constatée à la préfecture de chaque département. Là-dessus, pour Rémi Daillé-Widerman, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que les lois qu'on veut lui imposer, d'abord, ne sont pas promulguées, mais elles ne sont pas publiées correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de droit français qui est le principe de l'unicité de la loi pénale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre dans un département des choses qu'on ne peut pas poursuivre dans un autre département. Donc, moi qui suis originaire du Pays Basque, de Bayonne, et de notre côté, de près des Hautes-Pyrénées, je demande qu'on me fournisse la preuve que les journaux officiels, avec le nouveau code pénal par exemple, eh bien, ont été publiés. Donc, il faut je trouve pas le mot, tu pourras couper. Il faut une preuve de l'arrivée. Mais, à la différence de cela, moi, Rémi Daillé-Widerman, nous prouvons avec l'avocat, avec les cabinets d'avocats de Madrid et de Rome, nous prouvons, et vous pouvez voir les documents, que la préfecture, la sous-préfecture, nous dit elle-même qu'elle est incapable de fournir la date d'arrivée du journal officiel. Si la date d'arrivée du journal officiel n'est pas valable, le délai à partir duquel un jour elle est applicable n'a pas commencé à courir. Donc vous le voyez sur ce document de Madame Viviane Labasse, qui est la responsable du service courrier de la sous-préfecture de Bayonne, qui l'écrit. Vous voyez le courrier du préfet des Hautes-Pyrénées, qui dit qu'il est dans l'incapacité de fournir la date d'arrivée. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? On va nous dire, mais si, ça a été publié. Moi, je vous leur dirai, prouvez-le-moi. Mais c'est plus que ça, je le prouve. Rémi Daillé prouve que le journal officiel n'est pas arrivé à date certaine. Alors, quand les écailles tomberont-elles des yeux de ceux qui ne veulent pas voir et qui font la politique de l'autruche? Mais attention, les lendemains ne sont pas amusants dans ces cas-là. On ne peut pas toujours refuser la réalité. La réalité, elle est là, nous la démontrons. À partir de ce moment-là, quand vous regardez les arguments qui sont présentés par M. Rémi Daillé-Widerman, on voit que la situation est encore plus grave que prévu. D'après les propres textes républicains du gouvernement de Paris. Pourquoi? Parce que nous en avons parlé tout à l'heure, l'article 5 du statut de la magistrature du 22 décembre 1958 nous dit que les magistrats du parquet travaillent sous le contrôle et la hiérarchie, regardez le texte, qu'on trouve sur Légifrance, article 5 du statut de la magistrature du 22 décembre 1958. Donc ça veut dire que c'est le ministre, le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, qui est là et qui peut contrôler et donner des ordres. C'est écrit par le régime républicain, qui peut donner des ordres au procureur. Or, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789
dont vous trouvez le texte sur la porte vitrée de l'entrée de la cour d'appel de Bordeaux, cette déclaration des droits de l'homme de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité de la Constitution de la Ve République, pour regarder les propres textes républicains du gouvernement de fait. Eh bien, cet article 16 nous dit qu'une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée, cet article 5, relisez-le, c'est accablant. Il montre qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Eh bien, une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée, accrochez-vous, tenez-vous à la chaise, n'a pas de constitution. Ça veut dire que, avec les réseaux dont dispose M. Rémy Widerman, avec le contexte actuel de la justice, avec le pouvoir des réseaux sociaux, quand les peuples de France et les peuples du monde vont se rendre compte de ce qui se passe dans cette fille aînée de la Déclaration des droits de l'homme, qui se veut le phare de la liberté et des droits de l'homme, eh bien, si les poursuites du procureur de la République contre Rémy Widerman sont valides ou considérées comme telles par une autorité judiciaire, pardon, c'est encore pire. La République, quos vult perdere dementat prius, la République, le gouvernement de Paris, le gouvernement de fait de la République dite française, signe illico son arrêt de mort. Parce que ça veut dire, si le procureur a des poursuites valides, que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme juge automatiquement, nous l'avons dit, vous le lisez sur Internet aussi, ça veut dire que la France n'a pas de constitution. Donc, écoutez, tant mieux. La démonstration est faite. Faut-il aller encore plus loin? Pourquoi pas? Nous y reviendrons un jour. On ne sait, puisqu'on n'a pas d'informations sur le cas de Rémy Daillé, mais que si un juge d'instruction est nommé, quand vous regardez bien, et j'y reviendrai, il y a en France, depuis quelques années, un gros problème sur l'existence des juges d'instruction. Alors, il ne s'agit pas de dire que rien n'existe, il s'agit de dire la réalité. Si nous prouvons les choses, ben, on ne peut pas dire que nous disons n'importe quoi. Ce n'est pas tout. Devant le président de la commission des lois et fondateur du syndicat de la magistrature, M. François Colcombé, dont je parlais tout à l'heure, on a invoqué l'argument que je donnais, à savoir qu'il n'y a pas que les tribunaux de commerce qui ont été hors la loi par la loi calamiteuse de 1991, mais ce sont toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Vous savez qu'il y a les juridictions de l'ordre administratif avec le Conseil d'État, mais là, ce sont les juridictions de l'ordre judiciaire qui ont disparu par abrogation implicite, par substitution. C'est grave, et on doit en tirer les conséquences. Donc, nous voyons que de A à Z, du début à la fin, les textes sur lesquels se fonde le mandat d'arrêt international et se fonderait la demande d'extradition de M. Rémy Widerman sont totalement illégaux. Et je lance un défi à quiconque pour dire le contraire. Vous voyez vous-même les documents. Je peux parler devant n'importe quel plateau de télévision français ou étranger sur ce point, parce que, comme dit l'Action française, notre force est d'avoir raison. On peut toujours essayer de faire taire, mais la réalité sort, et le régime de Paris a fait une grosse erreur en attaquant ainsi, hier, 29 mai, en faisant une demande à la monarchie malaisienne
d'arrêter Rémi Daillé-Widerman, une grosse erreur parce que ça permet de lancer le débat urbi et orbi à la face du monde sur l'illégalité des textes qui ne touchent pas que Rémi Daillé-Widerman. On voit qu'il y a un grand trouble dans la justice française actuellement. C'est un microbe qu'il a atteint depuis le début, qui grandit et qui mange toute la personnalité prétendue et toutes les institutions républicaines. Ce n'est pas très facile à expliquer parce que on peut penser qu'un tel discours est un discours anarchiste. Anarchiste, ça veut dire anarchos, sans gouvernement. Mais à qui la faute? Est-ce que c'est Rémi Daillé-Widerman qui a fait le statut de la magistrature? Est-ce que c'est lui qui a fait le code de l'organisation judiciaire? Est-ce que c'est lui qui a fait la loi de 1991, faisant une abrogation implicite par substitution des juridictions de l'ordre judiciaire? Est-ce que c'est lui qui a rendu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Medvedev, disant que le parquet n'était pas une autorité judiciaire? Est-ce que c'est lui qui a rendu l'arrêt Moulin, bis repetita placent, les choses répétées plaisent, confirmation par la Cour européenne, malgré toutes les protestations françaises, eh bien que le parquet n'était pas une autorité judiciaire, qui ne pouvait pas lancer des mandats d'arrêt? Faudra-t-il que je montre la décision de la Cour d'appel de Pau que j'ai obtenue, montrant que la France avait violé les droits de la défense pour demander et obtenir de la monarchie espagnole l'extradition de ma cliente? On voit que l'heure est grave, mais quand quelqu'un déterre la hache de guerre, il faut assumer les conséquences. Il y a quelques heures, on a arrêté Rémi Daillé-Widerman, qui a été arrêté, emprisonné, qui est détenu avec son bébé et sa famille à la demande du régime républicain. Bon courage à lui, mais bon courage à l'institution. Rappelons-nous que contre Goliath, David n'était pas grand, le roi David, le futur roi David, qu'il avait une arme qui n'était pas un missile, il avait une fronde, et il a coupé la tête de Goliath avec la propre arme de Goliath. Eh bien, coupons la tête de l'hydre républicaine sur le plan juridique avec ses propres textes, ce que, avec M. Rémi Daillé-Widerman, nous avons voulu vous faire en ce 30 mai 2021, vu l'agression qui a été faite contre lui. Il était normal et salutaire qu'il se défende, car c'est un dissident qui a déjà démontré que pour plusieurs raisons, il fallait se rendre compte que nous sommes dans un régime illégal et que beaucoup appellent tyrannique. Suivez l'actualité, vous le voyez bien dans beaucoup de domaines. Juste un point pour terminer, en ce qui concerne la défense des enfants. D'abord, il faut se rappeler que le président de la Cour des comptes, M. Philippe Séguin, avait fait un rapport dans lequel il expliquait que beaucoup de placements d'enfants étaient abusifs. Ce n'est pas le sujet du jour, on y reviendra, nous avons beaucoup de documents. Donc, il faut savoir que dans le droit pénal français, il y a la mise en danger d'autrui, et il y a aussi la nécessité d'intervenir pour défendre une personne qui est agressée. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Alors, loin de Rémi Daillé-Widerman de dire que tous les cas de placement d'enfants sont des cas de maltraitance institutionnelle, mais
il y a des cas, et personnellement j'en ai. Vous pourrez voir sur internet en tapant mon nom, Fortabat-Labatut, des comptes rendus que j'ai faits sans trahir le secret professionnel de certaines affaires où l'enfant est placé, la maman est interdite d'habiter dans le département, interdite d'habiter dans sa maison, et l'enfant est placé au secret. Heureusement, il y a des personnes qui jugent sereinement dans la République française malgré tout, et le président de la cour d'appel que nous avions saisi, devant qui j'ai plaidé, a permis enfin de savoir où était cet enfant. C'est un cas comme un autre qui montre qu'il y a des choses qui sont surprenantes, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je veux dire que ce qu'on a fait à mon client, M. Rémi Daillé-Wiedemann, sous un prétexte, avec en plus le fait qu'on ne lui a pas communiqué le dossier, qui amène quand même à ce qu'il y ait une demande de mandat d'arrêt international et demande d'extradition, que cette affaire n'est pas aussi simple que possible. Et j'appelle le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui était avocat au barreau de Paris avec moi, même si je ne le connais pas personnellement, à faire respecter la présomption d'innocence et le respect des lois en ce qui concerne l'arrestation il y a quelques heures de Rémi Daillé-Wiedemann. Voilà tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'aimerais dire à Sa Majesté le sultan de Malaisie, le roi de Malaisie, parce qu'il faut que les autorités malaisiennes, avec laquelle il n'y a pas une convention d'assistance mutuelle d'extradition comme avec les pays de l'Europe, dont l'Espagne dont je vous parlais tout à l'heure, afin que le roi de Malaisie sache que c'est sur la base de textes illégaux qu'on veut l'extrader et le faire maintenir en détention sous prétexte qu'il pourrait s'échapper. Il n'a pas de problème avec le gouvernement et les autorités et la monarchie malaisienne. La France a beaucoup de problèmes, elle, et il est fort possible que dans les heures qui suivent, nous voyions marteler sur les chaînes mainstream, les chaînes dont certains disent qu'elles sont aux ordres, beaucoup d'informations sur Rémi Daillé a été arrêté, le gourou, le fou, celui qui a fait enlever une enfant pour l'emmener en Suisse, alors qu'en fait, si vous regardez tout ce qui le concerne, lui, il est au-delà de cette affaire dans laquelle nous démontrerons qu'il n'y a pas d'infraction au sens légaux, moraux, au sens de l'élément intentionnel, mais surtout que ça c'est un prétexte pour faire taire ou psychiatriser éventuellement. Rappelez-vous de Solzhenitsyn, de Vladimir Vukovsky. Quelqu'un qui dérange, parce qu'il appelle au renversement pacifique du régime actuel, du régime de Paris, qui se sent très mal. L'Action française disait « La République gouverne mal, mais elle se défend bien ». Ça, c'était au présent de l'époque. De l'eau a coulé sous le pont, comme disait Apollinaire, sous le pont Mirabeau coule la Seine, c'est vrai. La Seine coule et le temps aussi. Les temps ont changé. Le peuple se réveille, c'est ce que veut Rémi Daillé-Wiedemann. Et en ce sens, surveillez bien ce qui va se dire contre Rémi Daillé, éventuellement contre son avocat. C'est de bonne guerre, je dirais presque. Donc, vous êtes maintenant bien informés pour faire la part des choses et pour savoir qu'il faut soutenir la liberté et ce dissident emprisonné. J'avais fait l'Institut d'études de la désinformation qui avait été créé par Vladimir Volkov il y a quelques années. Et j'avais admiré le décortiquage de ce que faisaient les soviétiques
pour manipuler l'opinion et aussi pour neutraliser les dissidents. Donc, le plan est appliqué, ou on veut l'appliquer pour Rémi Daillé. Eh bien, il tient à vous de vous mettre en rapport avec ceux qui défendent, au-delà du juridique, Rémi Daillé-Wiedemann, pour voir comment il faut faire pour le soutenir. Vous avez un communiqué de presse qui est fait par XIN, M. Fabre. Consultez-les, répondez. L'information, c'est une guerre actuellement. Voilà pourquoi nous avons voulu réagir très très vite en faisant, quelques heures après son arrestation, cette longue vidéo pour prendre de vitesse ce qui peut être fait par le pouvoir et la presse à ses ordres. Je remercie 1000 fois les confrères avocats qui sont intervenus dans les heures qui suivent. 3 cabinets, je vous le disais, un cabinet français, un cabinet italien, un cabinet espagnol, et vous verrez que la lettre que nous faisons au roi de Malaisie est signée par un remarquable avocat, maître Fabrizio Nucera Giampaolo. Voilà, j'aime 3 phrases de personnes que je n'aime pas. J'ai le droit de dire que je ne les aime pas. Charles de Gaulle a dit « Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre ». Clémenceau, que je n'aime pas, disait « À la guerre comme en politique, la victoire est à celui qui tient le plus longtemps ». Et j'avoue, celle que je préfère, c'est celle de Churchill, Winston Churchill, le Premier ministre anglais, que je n'aime pas non plus, qui disait « Nous irons de défaite en défaite jusqu'à la victoire ». Et il y a quelques années, quand j'avais rencontré le colonel Gomez, qui était le chef de l'aviation militaire des contrats du Nicaragua, vous savez, il y a eu des accords avec l'Iran Gate, avec le colonel North, qui armait avec l'argent du pétrole les contrats du Nicaragua contre les marxistes de Daniel Ortega. Et je m'étais très bien entendu avec le colonel Gomez et les autres militaires que nous avions rencontrés, bien sûr. Et j'avais beaucoup aimé sa phrase qui était « Dios, honor, victoria », ce qui veut dire Dieu, l'honneur et la victoire. C'est ce que je souhaite à tout le monde en cette magnifique journée commémorative du sacrifice de Sainte Jeanne, patronne secondaire de la France. J'en ai terminé provisoirement. Je vous remercie de votre patience, ce n'était pas toujours possible de suivre tout le temps sans s'endormir, peut-être, mais vous avez tous les documents dans la description de la vidéo et je vous conseille de les lire, et en particulier un document qui est assez extraordinaire, l'erreur du juge pénal. C'est un mémoire qui a été fait par une étudiante sous la direction d'un professeur de droit qui est celui qui fait les commentaires dans les éditions Dalloz, du Dalloz pénal. C'est extraordinaire. Là encore, vous verrez que les décisions pénales sont assez ahurissantes parfois, et donc ce que nous vous disons, c'est la pure réalité. Vive la victoire. La vérité est une petite fille qui boite un peu, mais elle arrive toujours, tôt ou tard. Ils auront l'air malins, ceux qui ont magouillé. Donc, bonne fête de la sainte de la libération de la France qui a donné sa vie pour ce pays, et prompte libération par le sultan de Malaisie de Rémi Daillé-Wiedemann, le dissident français qui a osé révéler la face du monde qu'il fallait renverser pacifiquement le gouvernement de fait, la République dite française, le régime de Paris. Bonne journée et merci.